Alors bonsoir monsieur Cormier-Denis, c'est un réel plaisir de vous accueillir pour notre premier entretien sans détour d'Union Occitania. Merci à vous d'être présent ce soir. Ah ben, Avant de commencer, merci surtout de me recevoir. avant de commencer à aborder l'actualité, notamment pour les abonnés de cette chaîne qui peut-être n'ont pas la chance de vous connaître et qui vous découvrent aujourd'hui, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, monsieur Cormier-Denis? Oui, alors bon, ben écoutez, moi je suis un militant nationaliste québécois. J'ai fondé une organisation Horizon Québec Actuel aux alentours de 2016. On a soutenu la campagne de Marine Le Pen à l'époque. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait les gens, avait besoin de, surtout au Québec, où le mouvement patriote souverainiste est très, très orienté à gauche. Hein, c'est une particularité un peu du mouvement souverainiste québécois. On avait besoin d'une voix un petit peu plus décomplexée sur les enjeux démographiques, sur les enjeux identitaires, sur les enjeux de la guerre culturelle. Et donc, on a fondé Nomos TV, qui est une web télé qui d'abord officiait sur YouTube. Malheureusement, on a été censuré par une organisation proche de Justin Trudeau, financée par Justin Trudeau, mise en place par des amis de Justin Trudeau. Et on a été complètement évacué de YouTube et à la fois de PayPal par une espèce de cabale, si je puis dire, médiatique, par une association d'extrême gauche. Donc voilà, proche du régime Trudeau. Alors que, bon, je rappelle on n'a jamais été condamné par la loi. Tous nos propos sont totalement légaux selon le droit et canadien et québécois. Donc, on a continué, évidemment, à faire Nomos TV, à faire notre projet de web télé, seulement sur une web télé, sur un serveur, finalement, privé. Et donc, on a maintenant notre web télé qui fonctionne. On fait cinq vidéos semaine. On commente l'actualité avec une analyse politique dans une perspective patriote et nationaliste québécoise et canadienne-française sur l'actualité. L'actualité, évidemment, nationale, Québec, Canada, mais évidemment aussi la France et l'Occident en général, les États-Unis, bien sûr, et le reste du monde. Donc voilà, je me qualifierais un double chapeau, c'est-à-dire à la fois militant nationaliste et également analyste politique. Très bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, je dis à tous les viewers et toutes les personnes qui vont suivre cette chaîne, effectivement, de vous suivre également sur Nomos TV, que je suis aussi également, qui est de grande qualité. Donc, merci à vous. Bon, pour l'actualité, tout d'abord, on sera obligé effectivement de parler de l'investiture de Trump. Alors, la première question que j'ai à vous poser, bien évidemment, c'est où est la fin de monde que nous a promis la gauche et certains médias de gauche? Euh, où est la fin? Ben, peut-être un peu, c'est un peu le début de la fin de ce qu'ils ressentaient comme leur hégémonie culturelle. Donc, dans un certain sens, c'est vrai que pour eux, c'est quand même un sacré coup. Hein. C'est-à-dire, j'entendais parler des gens, des journalistes de gauche et même des politiciens de gauche. Chez nous, il y a des gens qui littéralement se sont déplacés pour soutenir les démocrates, hein, notamment des gens du camp souverainiste québécois. Je pense ici au chef du Bloc québécois qui a été carrément à la Convention démocrate et qui racontait qu'il était totalement convaincu hein, jusqu'au dernier jour que finalement Kamala Harris allait l'emporter. Donc, est-ce que c'est la fin du monde? Non, parce qu'ils pourront se reprendre dans 4 ans pour eux, mais c'est quand même, je pense que cette victoire est vue comme une défaite intellectuelle de ce qui est appelé communément le wokisme, que j'appelle plutôt le marxisme culturel. Hein, c'est-à-dire, au fond, cette espèce de transformation qu'a connue le marxisme pardon, à partir des années 70, 80, 90, où finalement, comme les théories marxistes n'étaient plus vraiment défendables, surtout à partir de l'effondrement communiste, l'effondrement de l'URSS, on a eu une transformation du marxisme qui ça avait déjà commencé dans les années 60, disons, et ça s'est radicalisé. Le marxisme s'est transféré sur le domaine culturel. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus simplement dans une doctrine économique marxisante, bien que, au fond, l'écologie serve à remettre un peu de socialisme dans la société, hein, c'est-à-dire au nom de la défense de l'environnement, on restreint les libertés individuelles, on taxe les gens et finalement, on s'en va vers une économie un peu planifiée. Hein. Donc, l'écologie est un peu le nouveau cache-sexe des théories économiques socialistes aujourd'hui. Mais en plus hein, de l'écologie et des théories économiques socialistes, on est face à une gauche qui a repris la dimension marxienne, on pourrait dire de Hegel, hein, la dimension maître-esclave, le dominant et le dominé, et l'a appliquée d'un point de vue culturel.
Et finalement, c'est le grand renversement un peu électoral qu'on connaît partout en Occident, c'est-à-dire ces classes ouvrières, on va dire de souche, qui étaient le cœur de la gauche électorale depuis au moins un siècle, eh bien, ils se sont retrouvés du mauvais côté de l'histoire parce que finalement, c'est eux qui assurent une domination culturelle sur les sociétés occidentales. Et la gauche a vu dans les minorités, alors il y a évidemment les minorités sexuelles, on peut penser évidemment à la question des femmes, le féminisme, mais aussi les minorités sexuelles homosexuelles, hein, et maintenant ça va beaucoup plus loin, les transgenres, etc. Et également les minorités finalement ethniques, religieuses, nationales, qui sont vues comme les dominés, hein, en quelque sorte, comme les damnés de la terre qu'il faut sauver de cette culture majoritaire, oppressante, qui est celle de l'homme blanc, qui évidemment est occidental, a des racines chrétiennes, est capitaliste et qui donc nécessite finalement une sorte de destruction culturelle, ou en tout cas un réaménagement culturel, et on joue là-dessus sur finalement sur sa culpabilisation totale et absolue. Donc, le marxisme culturel et la gauche ont été très loin dans leur combat, dans leur volonté de destruction, ont été très loin aux États-Unis notamment, avec notamment tous ces programmes de diversité, équité et inclusion, où finalement on a eu une espèce de, comment je pourrais dire, une mise en place d'une discrimination positive pour les gens issus de toutes ces minorités, donc minorités sexuelles, minorités de genre, parce que maintenant c'est également la déconstruction du genre. C'est plus seulement, vous savez, les minorités sexuelles, les homosexuels qui doivent avoir des droits, comme c'était le cas dans les années 70-80. Maintenant, c'est la revendication du genre finalement sexuel, hein, la déconstruction même de la représentation que les sexes traditionnels avaient entre eux. On n'est plus seulement homme et une femme, mais on peut se sentir également appartenir à un troisième, un quatrième, un cinquième ou un huitième ou un millième genre. Et en plus demander une reconnaissance statutaire par l'État de son sentiment d'appartenance identitaire sexuelle. Et donc, en plus de ça, évidemment, les revendications des minorités ethniques et raciales, religieuses. Donc, les États-Unis ont été très, très loin dans ces mesures-là, pas seulement au niveau de l'État, mais également des compagnies, hein. On sait que les compagnies privées ont finalement embarqué dans cette mode et ont mis en place des départements de diversité, équité et inclusion, en finalement marginalisant des hommes blancs qui étaient peut-être plus compétents que des membres de la diversité, mais qui ne cochaient pas les cases, finalement, du marxisme culturel ambiant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé une sorte de retour du bâton avec l'élection de Trump. Et c'est l'analyse, je pense, que beaucoup de gens font, tant à droite qu'à gauche. Alors, c'est moins le cas à gauche. Ils ne sont pas encore rendus à faire une grande autocritique de leur défaite, en tout cas, la gauche américaine, mais on entend ça dans certains segments de la gauche américaine, se disent peut-être qu'on a été trop loin dans finalement le combat culturel au niveau des minorités et on ne s'est pas assez concentré sur ce que vivaient véritablement les Américains, leurs préoccupations, notamment économiques, leurs préoccupations identitaires par rapport à l'immigration. Hein. Je veux dire, refuser l'immigration illégale, c'est quelque chose qui, comment je dirais, d'un strict point de vue légaliste, ça fait du sens. Hein. C'est-à-dire que même si on peut penser qu'il y a des gens qui sont très favorables à l'immigration légale, parce qu'ils considèrent que le marché de l'emploi mérite d'avoir une immigration légale, à tout le moins, on peut quand même s'entendre pour dire que l'immigration illégale, non voulue, faite par des gens qui violent les lois, doit être combattue. La gauche, malheureusement, dans sa volonté de renverser l'ordre établi et de faire finalement des nouveaux immigrés une espèce de classe révolutionnaire, c'est un peu accoquiné avec les mouvements les plus radicaux, sans frontiéristes, en nous faisant croire que même l'immigration illégale était quelque chose de tout à fait normal et qu'il fallait l'accepter. Ça a, je pense, beaucoup nui à la gauche américaine
le bilan de l'administration Biden sur l'immigration illégale. Il y a évidemment le bilan économique qui n'est pas fameux non plus, pas du tout même. Et ça explique en fait le retournement d'une grande partie de ce qu'on appelait à l'époque la Rust Belt, en fait, ce qu'on appelle maintenant la Rust Belt, qui était toute la ceinture finalement au sud des Grands Lacs, qui était industrialisée, qui était le cœur industriel des États-Unis, qui avec la mondialisation, pas si heureuse que ça finalement que les États-Unis ont connu dans les années 90 et la délocalisation notamment en Asie, bien, on se retrouve avec des masses de travailleurs, en général plutôt des classes moyennes blanches, un peu mis sur la paille et un peu finalement méprisés par la nouvelle gauche qui a embrassé le marxisme culturel, ce qui fait que ces États qui étaient farouchement syndicalistes et démocrates il y a 20 ans ont basculé dans le Trumpisme qui finalement est un mouvement, je qualifierais de national-populiste avec une dimension conservatrice et qui vise notamment à réindustrialiser dans la mesure du possible, parce que c'est pas si facile que ça à faire quand même quand on est en concurrence face à la Chine et à l'Asie, mais qui vise à réindustrialiser, notamment les États-Unis, en donnant finalement à ces classes moyennes blanches non seulement l'impression qu'ils ne sont pas de trop dans leur propre pays, le pays que leurs ancêtres ont bâti, mais également un avenir économique viable. Et je pense que ça, c'est fondamental pour comprendre la victoire trumpiste. Donc, ce n'est pas une analyse extrêmement originale que je fais. Hein. Par ailleurs, tout le monde fait un peu cette analyse-là, mais c'est bien de le rappeler parce que souvent, la gauche essaie de nous faire croire que si Trump est élu, c'est simplement parce qu'il s'est accoquiné avec des oligarques de la tech, avec Elon Musk, et que grâce à X et aux médias, hein, ça, vous savez, c'est la grande réponse de la gauche sur la montée, par exemple, de partis populistes ou de partis qui critiquent l'immigration. Ils vont nous dire, oui, mais c'est normal, les grands médias, les grands conglomérats médiatiques sont contrôlés par des capitalistes qui, au lieu de parler de la question sociale, parlent de la question migratoire, de la question identitaire pour pas affronter finalement la lutte des classes. Hein. C'est ça la grande thèse de la gauche qui essaie de nous expliquer pourquoi il y a une montée finalement des partis populistes ou des partis critiques de l'immigration. Moi, je pense que c'est pas mal plus complexe que ça, parce qu'en vérité, si le peuple voulait regarder Arte 24 heures sur 24 au lieu que CNews, il n'y a pas de commissaire politique d'extrême droite qui leur mette un fusil sur la tempe pour les forcer à le faire. C'est parce qu'en vérité, la gauche a abandonné les classes populaires, a abandonné, enfin, considère que les angoisses culturelles, que les angoisses économiques ne sont pas des vraies angoisses, que finalement, tout ça est un peu surjoué et culpabilise, au fond, ces classes populaires qui ont de vraies de vraies interrogations par rapport à où vont nos sociétés. Hein, cette espèce de mélange que nous promeut la gauche entre la propagande transgenre sur les enfants et l'accueil illimité de fondamentalistes islamistes. À un moment donné, ça ne prend pas non plus 250 de quotient intellectuel pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce modèle-là. Et tout ça en culpabilisant toujours les mêmes, c'est-à-dire en gros les masses de souche capitalistes qui consomment trop, dont il faut pressuriser finalement le portefeuille pour mettre en place une utopie écologiste et qui en plus sont coupables d'une espèce de domination culturelle sur le pays à cause de leur couleur de peau, de leur histoire coloniale ou que sais-je encore. Donc, en vérité, il faut rappeler à la gauche, je pense que c'est très important de leur rappeler que si ils veulent arrêter d'aller de défaite en défaite, et s'ils veulent arrêter la montée de ce qu'ils appellent les partis populistes et les partis critiques de l'immigration, il faut peut-être qu'ils prennent au sérieux les angoisses des populations occidentales. Donc, est-ce que c'est la fin d'un monde? Non, c'est même pas la fin de leur monde à eux, parce que les universités sont encore largement contrôlées par l'extrême gauche, largement dominées par ce marxisme culturel. Oui, il y a une victoire électorale par Trump, c'est très bien. Il y a la montée de partis populistes, critiques de l'immigration. Il y a Meloni, évidemment, en Italie. Il y a l'AfD qui monte en Allemagne. Il y a évidemment des partis patriotes en Europe centrale. Il y a Nigel Farage. J'ai quand même des critiques envers Nigel Farage, mais en tout cas, qui fait une montée au Royaume-Uni.
il y a des choses qui se passent, sans parler évidemment du Rassemblement national et de ses alliés qui montent en France. Donc, euh, peut-être que la gauche doit faire une sorte de mea culpa sur son marxisme culturel. Le fera-t-elle? Je ne le sais pas. Mais ça, peut-être que la gauche va tout simplement se dire que on va reprendre le bâton du pèlerin, on va encore plus culpabiliser les gens, et dans 4 ans, la gauche américaine se dit, ben, ça va passer cette fois-ci. Donc, difficile de lire l'avenir à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça soit la fin d'un monde. Je pense qu'on est encore dans une domination idéologique de la gauche très, très forte, même s'il y a des signes que la droite reprend du poil de la bête. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, effectivement, peut-être qu'il y aurait un peu de clientélisme aussi de la part de cette gauche-là, justement, qui voit arriver tous les ans en France, je crois que c'est 500 000 entrées légales par an. Donc, effectivement, il y a ce petit côté clientélisme, surtout nous, chez nous, de notre cher parti LFiste, islamo-gauchiste aujourd'hui, effectivement, qui joue sur ça. Effectivement, on le voit notamment avec les désaccords qu'on a avec l'Algérie, où aujourd'hui, vous avez dû le voir, notamment dans l'actualité, notre écrivain français, Boualem Sansal, qui est emprisonné en Algérie, où effectivement la France, aujourd'hui, est faible, manque de courage, notamment aujourd'hui au Parlement européen. Tout le monde a voté pour la libération de Boualem Sansal, et seuls quelques LFistes, notamment pour pas la citer, Madame Hassan, refuse effectivement, n'a pas voté l'accord. Voilà. Oui, ben oui. Alors, c'est sûr qu'il y a ça, mais il y a ça, vous savez, il y a ça aussi, il y a ça un peu partout. Il y a ça d'une certaine manière chez les démocrates américains également, avec le vote noir. Hein, même si Trump a fait un relativement bon score chez les électeurs noirs, bon, ça reste que 91%, 95% des électeurs afro-américains ont voté démocrate, comme ils le font à chaque fois. La grande nouvelle, c'est le vote des hommes hispaniques en faveur de Trump qui a été extrêmement élevé. Quand on cumule le vote des femmes et des hommes latino-américains, on reste quand même dans une majorité démocrate. Donc, c'est sûr que le cœur de l'électorat républicain, ça demeure finalement l'électorat blanc américain. Même chez les femmes, hein, vous savez, les femmes, la majorité des femmes blanches ont voté pour Trump. Et évidemment, largement, les femmes mariées. Hein, ça, c'est une autre donnée à prendre en compte. Donc oui, il y a toujours du clientélisme électoral. C'est la même chose chez nous. Hein, Justin Trudeau, très soutenu par les communautés ethniques, très soutenu par finalement les gens issus de l'immigration récente et parfois moins récente aussi. Donc oui, ça c'est toujours effectivement c'est un calcul politique que la gauche fait. Alors évidemment, elle souhaite donc accélérer le changement de peuple en quelque sorte dans un objectif électoral. Ça on peut le comprendre. Il n'empêche que pour l'instant, en tout cas en France pour l'instant, LFI, Jean-Luc Mélenchon, oui, ils ont gagné des plumes au sein de la gauche, mais enfin, ça reste une position politique bien moins forte que celle du camp, on va dire, large patriote, incluant le RN et alliés. Donc, c'est une stratégie quand même un peu dangereuse parce qu'elle peut également rebuter des gens qui appartiennent au centre. Donc, ça, ce sont des calculs politiques que la gauche peut faire, mais elle peut aussi se brûler les doigts. Donc, et espérons que ce sera le cas, bien sûr. Justement, la transition a été faite avec Justin Trudeau. Oui, Question effectivement d'actualité, d'où vient la chute de Justin Trudeau au Canada, selon vous? oui. Alors, évidemment, c'est une espèce de coïncidence finalement du calendrier. Donald Trump a été élu, et ensuite Justin Trudeau a démissionné. Et là, tout le monde dit, ah, mais Trump est un magicien, en fait. C'est l'homme de droite. Il chasse le premier ministre de gauche qui était là depuis 10 ans au Canada. Bon, malheureusement, c'est un peu plus complexe que ça. C'est rien pour enlever à la magie voilà, du prestidigitateur Trump. Mais c'est vraiment pour des raisons internes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que depuis 2 ans, les sondages sont catastrophiques pour Justin Trudeau et son parti, le Parti libéral du Canada. On s'en va en élection là, en 2025, le plus tard en octobre 2025, et peut-être même avant, parce que vous savez, nous, on a le système parlementaire britannique, le gouvernement est minoritaire, le gouvernement pourrait tomber si les alliés socialistes de Justin Trudeau le lâchent. Oui, car il y a des gens encore plus à gauche que Trudeau chez nous, l'équivalent un peu de LFI, mais
dominé par un fondamentaliste sikh à turban. Nous, c'est le sikhisme plutôt fondamentaliste plutôt que l'islam chez nous. En tout cas, surtout au Canada anglais, parce qu'il y a peu de sikhs au Québec, là, pour être honnête. C'est vraiment un truc du Canada anglais, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Donc, Trudeau était en grande difficulté depuis plusieurs mois. Ça fait vraiment longtemps. Et là, ce qui s'est produit dans la séquence des derniers mois, dernières semaines, c'est qu'il y a des gens, notamment des élus de son propre parti, qui l'appelaient à démissionner, une crise interne au sein du Parti libéral, et sa ministre des Finances, qui était vraiment la vice-première ministre du Canada, donc vraiment le numéro 2 du gouvernement, qui a démissionné avec fracas la veille d'une sorte de mise à jour économique, une conférence de presse qui ne s'est pas tenue. Le gouvernement a eu l'air complètement à la ramasse. Ça a été catastrophique pour l'image du gouvernement Trudeau. Ça s'est produit juste avant les fêtes. Durant les fêtes, il a, j'imagine, sondé les cœurs et les esprits de son propre parti et il a donc annoncé sa démission. Sa démission une fois que le Parti libéral du Canada trouvera un autre chef. Hein, c'est-à-dire que là, on est dans une course à la direction du Parti libéral. Justin Trudeau demeure premier ministre jusqu'au moment où un prochain chef du Parti libéral sera élu par les gens qui vont voter finalement à la course à la direction du Parti libéral. Et on aura un premier ministre qui ne sera pas passé devant les urnes et qui remplacera Justin Trudeau, faisant partie de son propre parti, le Parti libéral. Et ensuite, on aura des élections dans les prochains mois, donc soit ce printemps, soit probablement en automne prochain. Donc ça, c'est un peu la séquence. Et il faut comprendre que le bilan de Justin Trudeau est assez catastrophique. Tous les indicateurs économiques se sont dégradés en 10 ans. C'est-à-dire la productivité, le PIB par habitant, la dette. Tout ce que vous pouvez trouver s'est dégradé. Tout ce qui a augmenté, c'est l'immigration qui a triplé, la dette qui a augmenté, l'insécurité qui a augmenté. C'est-à-dire que quand on regarde, à part les mesures qui peuvent plaire à la gauche progressiste, la légalisation de la marijuana, la propagande transgenre, l'immigration radicalisée, l'appui à toutes les revendications possibles et imaginables de toutes les minorités, notamment sexuelles. À part ça, si on est simplement d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue institutionnel, tout s'est dégradé en 10 ans de Justin Trudeau. Donc, le bilan est assez lourd à porter pour lui. Et en face de lui, il y a, je dirais, le Parti conservateur qui est, je ne veux pas être trop méchant, n'est-ce pas, envers la droite française, mais qui fait un peu penser à la droite molle française, un peu LR, quoi. La droite LR, un peu, centre-droit, mais finalement, parfois, on ne se demande pas si ce n'est pas des types de centre-gauche. Hein, vous voyez le genre. Pierre Poilievre, donc, qui est présenté à tort, à mon avis, comme une sorte de Trump canadien. Quand on écoute bien son discours et quand on regarde bien son programme, il n'a aucune velléité ni conservatrice au niveau, on va dire, sociétal, ni au niveau identitaire. C'est-à-dire que c'est simplement quelqu'un qui nous parle de PIB et de réduire les taxes, favoriser la liberté individuelle, mais pour ce qui est du contrôle de l'immigration ou la lutte contre le multiculturalisme institutionnalisé au Canada, constitutionnalisé même, hein, ça c'est quelque chose que les Français doivent comprendre. Le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne depuis 1982, depuis le rapatriement constitutionnel fait par Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, car Justin Trudeau est l'héritier d'une sorte de dynastie. Hein, c'est l'équivalent Kennedy du Canada, en quelque sorte. Il est d'ailleurs là, il a été là pendant 10 ans parce qu'il est beau gosse et il porte le nom de son père. Hein, parce que c'est pas particulièrement pour ses compétences gestionnaires qu'il est là, on va dire. Donc, Pierre Poilievre ne va rien faire contre ce multiculturalisme d'État. Parle pratiquement jamais d'immigration. Il en parle quand il fait campagne au Québec parce que l'immigration est un sujet politique au Québec, mais ne l'est pas vraiment au Canada anglais. Et quand il est au Canada anglais, il est de façon extrêmement timorée et c'est lié à la question économique et jamais à des angoisses culturelles, civilisationnelles ou identitaires. Donc, quand il vient au Québec, il parle un peu d'immigration, mais c'est tout. Et puis sinon, économie. Hein, PIB. Pour ce qui est de la lutte contre, par exemple, la propagande transgenre sur les enfants, encore une fois, très timoré. Il dit en gros, bon, si les libéraux, si mes adversaires veulent parler de 12 000 genres, ils peuvent le faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va dénoncer les dérives du camp d'en face.
C'est quelqu'un qui va un peu s'esquiver en essayant de ne pas trop aborder le sujet et en restant strictement aligné sur un discours de rétablissement économique du Canada, moins de dépenses, moins de subventions aux entreprises, plus de liberté. Donc, est-ce que c'est mieux que Justin Trudeau? Oui, c'est un peu mieux que Justin Trudeau, mais ça ne sera pas la grande révolution non plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est dans une alternance typique canadienne entre un centre-gauche. Historiquement, le Parti libéral est un centre-gauche, mais qui a viré très, très à gauche, avec un parti là conservateur, qui finalement est plutôt un parti centriste, disons, disons les choses ouvertement. Donc, enthousiasme plus que modéré face à Pierre Poilievre, surtout considérant quand même, et ça je tiens à le dire aux Français, le dire, le redire et le redire, le Canada est le pays qui subit les changements ethnodémographiques les plus importants de tout l'Occident. C'est-à-dire que ce que vous vivez en France, c'est une immigration massive venue d'Afrique, du Maghreb et aussi du Proche-Orient depuis 40 ans. Donc, c'est sûr que sur le long terme, les transformations démographiques que vous avez connues sont assez importantes parce que ça fait longtemps que vous les subissez. Nous, c'est plus récent, mais le volume est beaucoup plus massif. Okay? C'est-à-dire qu'en proportion de la population, le Canada reçoit à peu près 2 fois plus d'immigrants que la France. Okay? Et le Québec, on est à peu près à 1,5% plus que la France. Donc, on reçoit beaucoup de monde. Évidemment, il y a la question de la sélection. C'est-à-dire que la France a de très graves problèmes parce que la sélection, il n'y en a pratiquement pas. Hein. Vous acceptez à peu près n'importe qui débarque chez vous. Il y a le problème des frontières. Enfin, il y a beaucoup de problèmes en France sur l'immigration, légale et illégale. Chez nous, historiquement, il y a une sélection qui est plus grande. Le volume est beaucoup plus grand, mais il y a une sélection. Sauf que le problème, vous comprenez bien que à force de recevoir tellement de monde, les critères finissent par baisser, forcément. Hein? C'est-à-dire qu'on finit par recevoir des gens qui ne sont pas si compétents que ça, qui ne sont pas tant compatibles que ça, et qui ne sont pas tant qualifiés, et qui finalement se retrouvent parfois sur l'aide sociale et ne sont pas du tout des contributeurs nets à l'économie canadienne, alors que c'est le discours qu'on a chez nous. Nous, c'est le discours de la pénurie de main-d'œuvre et du besoin finalement d'immigrer. On a même des lobbies chez nous qui militent ouvertement l'initiative du siècle pour faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants en 2100. Le Canada était à 40 millions d'habitants et je vous le donne dans le mille, c'est pas pour faire un pays de 100 millions d'habitants en promouvant la natalité, mais bien sûr par l'immigration. Le Canada se veut un peu comme le laboratoire cosmopolite progressiste de l'humanité et est en bonne voie de l'accomplir, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a ça qui est très, très fort, je dirais, au Canada. Et malheureusement, le remplaçant fort probable, selon les sondages, depuis 1 an, et c'est Pierre Poilievre et le Parti conservateur qui trône en tête des sondages, il ne changera pas grand-chose à cet état de fait. Les changements qu'on peut avoir sur le plan identitaire et démographique vont être, à mon avis, cosmétiques. Alors justement, en parlant du Québec, en regardant ces droites civilisationnelles conservatrices qui émergent un peu de partout, va-t-on assister un jour à ce Québec libre? Ah, grande question. Grande question. Grande question, vous savez, parce que le mouvement séparatiste québécois, le mouvement indépendantiste québécois, est un mouvement qui, comment je dirais, prend racine de façon moderne à partir des années 20 et des années 30, était très associé à ce qu'on appelait le clérico-nationalisme chez nous, c'est-à-dire l'idée que la défense de la langue s'associe avec la défense de la foi catholique. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose que les Français ont peut-être un petit peu de difficulté à comprendre les rapports de force en Amérique du Nord, mais forcément, être français, ou en tout cas francophone et catholique en Amérique du Nord, c'est être doublement minoritaire, c'est-à-dire minoritaire sur le plan de la foi et minoritaire sur le plan, évidemment, de la langue. Et donc, on a eu des effets de la conquête britannique, des effets de la défaite de la France de la guerre de 7 ans. Sur la guerre de 7 ans, on s'est retrouvé face à finalement une population, donc on appelait à l'époque canadienne, mais qui est évidemment française et catholique, qui s'est retrouvée un peu sans élite. Et la seule et au niveau politique, dominée par l'Empire britannique. Donc, on a fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous nous sommes soumis
politiquement pour survivre culturellement. Parce qu'on a bien compris, après quelques années, que la France n'allait pas revenir faire la guerre à l'Empire britannique. Ensuite, il y a eu l'aventure napoléonienne et disons que la France avait d'autres chats à fouetter. Donc, forcément, nous, nos petites élites se sont finalement se sont accommodées en quelque sorte de l'Empire britannique. Et donc, on dit, bon, ben, on va jouer le jeu du parlementarisme britannique. Depuis 1791, on a une forme de parlementarisme au Québec. Le Québec ne s'appelait pas encore le Québec, ça s'appelait le Bas-Canada, là, mais j'évite les détails historiques. Et dans cette situation-là, on s'est retrouvé alors déjà envahi par les Américains en 1776, lors de la Révolution américaine. On n'a pas fait grand-chose à ce moment-là. Hein. Les Canadiens français ont un peu regardé les Américains et les Britanniques se battre. Par contre, en 1812, lors de la dernière guerre américano-britannique, là, les Canadiens français ont pris l'uniforme britannique pour repousser les Américains. Guerre de 1812, d'ailleurs, où la Maison-Blanche a été brûlée. Hein. Par ailleurs, la Maison-Blanche que vous voyez, c'est la seconde Maison-Blanche, parce que les Britanniques voilà, ont été plutôt énervés contre les Américains. Bon, finalement, les Américains ont été repoussés. Et suite à ça, ben, finalement, les Canadiens français qui avaient combattu l'invasion américaine sous uniforme britannique ont demandé des droits. On demandait le gouvernement responsable, c'est-à-dire l'idée que finalement les budgets et l'ensemble des lois soient décidés par la colonie et non plus par Londres. Et la réponse de Londres a été non. ce qui a généré ce qu'on appelle chez nous les événements de 37-38, une rébellion dans un peu, vous savez, la mouvance de printemps des peuples des années 1840, un peu ce qui s'est passé également en Europe. Ça bougeait également en Amérique latine. Donc, on s'est retrouvé un peu dans ce courant post-révolutionnaire français des années 1830, où on a essayé de faire quelque chose comme une sorte de république qui, malheureusement, il faut le dire, était menée par des gens qui étaient très en faveur de l'annexion aux États-Unis. Donc, moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est une bonne chose que les patriotes de 1837-38 n'aient pas gagné parce que probablement qu'on aurait été annexé aux États-Unis, ce qui aurait probablement voulu dire une assimilation culturelle totale. Suite à la défaite de cette petite bourgeoisie, comment je pourrais dire, libérale, républicaine, qui a été un peu désavouée par l'échec des rébellions. Ensuite, il y a eu la loi martiale. Le Bas-Canada a été fusionné avec le Haut-Canada, qui était peuplé de loyalistes protestants et anglophones. On s'est retrouvé comme une minorité, finalement, ethnique au sein de ce qui est devenu le Canada uni. Et donc, l'institution qui est sortie de la rébellion patriote, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique a dit, là, c'est fini les folies. Regardez ce que la petite bourgeoisie a fait. Elle vous a entraîné dans des aventures où on ne pouvait pas gagner. On n'avait pas le soutien de la France. On n'avait pas le soutien des États-Unis. L'Empire britannique nous a foutu une branlée et maintenant, il faut reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place ce qu'on a appelé chez nous la revanche des berceaux. C'est-à-dire, on perd au niveau économique. Hein, les leviers économiques sont contrôlés par la bourgeoisie anglaise, anglophone, protestante de Montréal. Au niveau politique, ben, on est dans l'Empire britannique. Donc, ce qu'on va gagner, c'est la démographie. On va faire des enfants. Et on était le peuple occidental qui faisait le plus d'enfants. Les légats de Rome venaient chez nous pour nous dire que nous incarnions l'idéal parfait de la chrétienté. Bon. Donc, les Canadiens français étaient formaient une population assez pauvre, il faut le dire, en Amérique du Nord, mais plutôt nombreuse, ce qui nous a permis de survivre d'un point de vue culturel. Je vous épargne les détails. Disons qu'après la mise en place de la Confédération canadienne à partir de 1867, il y a eu des désenchantements face à cette structure fédérale dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Et il y a un mouvement souverainiste qui est né à partir des années 1920. C'était des lecteurs de Maurras, c'était des lecteurs de Barrès, c'était des lecteurs de l'Action française, à tel point qu'ils ont répliqué l'Action française à Montréal. Hein. Il y avait un mouvement même d'Action française de Montréal, qui n'était évidemment pas un mouvement royaliste, parce que pour nous, ça faisait pas de sens d'être royaliste. On était déjà, et on l'est encore, sujet de la couronne britannique. Donc, nous étions plutôt des crypto-séparatistes québécois. C'était plutôt ça, le mouvement de l'Action française de Montréal. Conserver notre caractère distinct, à la fois catholique et français. Ce qui s'est passé dans les années 60 et la Révolution culturelle, c'est que le mouvement, il y a eu l'effondrement du catholicisme au Québec. Il y a eu vraiment une espèce de transformation majeure anthropologique.
la sécularisation peut-être une des sociétés les plus religieuses en Amérique du Nord, qui est devenue la société la plus sécularisée. Les Québécois sont aujourd'hui les gens les plus areligieux, les plus sécularisés de l'Amérique du Nord. C'est plus que les Américains, plus que les Canadiens anglais. Il y a eu vraiment une rupture anthropologique. Et ce qui s'est produit à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a eu le mouvement du néo-nationalisme qui a émergé en injectant une dose de marxisme au nationalisme. Un peu, comment je vous dirais, c'est pas étranger non plus à l'Europe, ce genre de mouvement-là. Il y a ça un peu chez les Irlandais, c'est-à-dire l'idée de former un peuple classe, les Canadiens français, donc des ouvriers, des paysans, dominés par une bourgeoisie anglophone. Donc, on pouvait assimiler finalement la lutte nationale à la lutte sociale, comme le voyait la gauche dans les années 60 et 70, avec des mouvements comme socialisme et indépendance. Donc, historiquement, depuis 1960, le mouvement séparatiste, le mouvement souverainiste québécois est très associé à la gauche. Remarquons que c'est aussi le cas pour les mouvements certains mouvements régionalistes en Europe, comme les Catalans ou les Écossais. Les partis politiques catalans sont plutôt sociodémocrates, voire même d'extrême gauche, et le Scottish National Party en Écosse est très, très, très à gauche. Le Parti québécois, donc, qui a émergé dans les années 60, à la fin des années 60 par René Lévesque, un ancien ministre libéral, a été, bien que René Lévesque ait été plus centriste que sa base militante plus à gauche, le Parti québécois est historiquement associé à la social-démocratie et la création de l'État-providence québécois, au féminisme et finalement, je dirais, une matrice culturelle en faveur des syndicats, en faveur du féminisme, comme je l'ai dit, et de la gauche de façon générale. L'endroit où il se distingue, c'est évidemment qu'il est plus critique de l'immigration et critique également du multiculturalisme canadien. Donc, une version un peu gauche laïcarde, si on veut, si on veut prendre des termes français. Gauche laïcarde, un peu critique de l'immigration. Et malheureusement, une lecture géopolitique des choses très, très tiers-mondisante. Le Parti québécois a essayé notamment de rejoindre l'Internationale socialiste, des tendances historiquement plutôt qui sont en train de changer par ailleurs parce que la question de l'islam et l'effet que l'immigration maghrébine a sur le Québec fait en sorte que le mouvement souverainiste québécois est en train de changer un peu son fusil d'épaule là-dessus, mais historiquement plutôt pro-palestinien, plutôt en faveur des mouvements décoloniaux. Vous savez que René Lévesque, par exemple, qui a fondé le Parti québécois, était interdit de séjour en Algérie, alors que l'Algérie était le département français, parce qu'il était considéré comme un élément trop favorable au FLN et au mouvement indépendantiste algérien. Okay, c'est pour vous dire un peu la matrice dans laquelle le souverainisme québécois, le jus idéologique dans lequel on a baigné depuis 40 ans. Une des raisons pour lesquelles j'ai fondé Horizon Québec Actuel, c'est pour sortir de cette matrice-là. OK? C'est pour sortir le souverainisme québécois, le souverainisme et le nationalisme de cette matrice idéologique très tiers-mondisante, très social-démocrate, très peu critique des dérives de la gauche sur que ça soit le féminisme, que ça soit la déconstruction du genre, que ça soit la question démographique où elle est assez timide. L'objectif de moi et mon collègue, là, Philippe Plamondon, ça a été de réaligner un petit peu les choses au niveau de la doctrine souverainiste et nationaliste québécoise. Donc, et également, vous m'avez lancé dans un très vaste sujet, mon cher. Je suis également extrêmement critique de la stratégie qui a été prise par le mouvement souverainiste depuis 40 ans, qui est la stratégie référendaire. L'objectif des souverainistes québécois a été d'organiser des référendums. Est-ce que vous accordez le mandat au gouvernement du Québec de négocier avec le Canada le fait de faire une sorte de souveraineté association? Ça, c'était la question en 1980. Le oui a perdu avec seulement 40% d'appui. Il y a eu un regain de souverainisme suite à des tentatives de changer la Constitution canadienne qui n'ont pas fonctionné. Et donc, en 1995, on s'est retrouvé avec un deuxième référendum. Est-ce que vous donnez le mandat, en gros, du gouvernement de négocier avec le Canada une entente qui, en gros, mènerait à la souveraineté? Et là, ça a été extrêmement serré. Le camp du oui a perdu
à 49,4 % des voix. Le problème avec ces stratégies référendaires, c'est que contrairement à ce qu'a fait par exemple le Scottish National Party en Écosse, jamais la question et la reconnaissance de l'effectivité du référendum n'ont été négociées avec Ottawa. C'est-à-dire que la stratégie du Parti québécois, c'était on fait un référendum, on a 50% plus une voix, et puis, avec ce mandat, on s'en va à la table des négociations avec Ottawa. Et si Ottawa n'est pas content, après 1 an de négociation, on fait une déclaration unilatérale d'indépendance. Et là, on se croise les doigts pour que Washington et Paris reconnaissent. En gros, c'était ça la stratégie. Bon, c'était une stratégie un peu pirate. Hein? On a vu ce que ça donnait en Catalogne. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi ça il y a quelques années. Au Québec, on a beaucoup suivi ça parce que ça fait écho à notre histoire finalement politique, celle des référendums sur l'indépendance, pas dans un pays du tiers-monde, dans un pays, bon voilà, développé, occidental, de l'Union européenne, en guillemets, là, du monde civilisé, si on veut. Hein. On n'est pas chez les Kurdes quand même, en Espagne. Donc, on a suivi ça beaucoup, et le mouvement souverainiste s'est jeté de façon extrêmement naïve, à mon avis, a couru en Catalogne, agité des petits drapeaux catalans, soutenir cette stratégie référendaire qui, à mon avis, était complètement suicidaire, et l'avenir m'a donné raison. On a fait un référendum qui était illégal selon le droit espagnol. Les séparatistes catalans qui ont fait la déclaration notamment d'indépendance ont été réprimés par la loi. Puigdemont, là, le président de la Catalogne, a fui à Bruxelles. Enfin, ça a été une catastrophe, quoi, finalement, toute cette histoire. Et on avait chez nous des souverainistes québécois qui étaient là, ben, l'Espagne n'est pas très gentille. Ben oui, ben, l'Espagne n'est pas très gentille, mais l'Espagne défend son intégrité territoriale, comme tous les pays font. Hein. Donc, et cet épisode nous a révélé un peu aussi le degré de naïveté, en fait, de notre intelligentsia souverainiste, en pensant que le Canada allait accepter de façon extrêmement naïve, de façon, comment je dirais, un peu la main sur le cœur, le démantèlement de l'État fédéral, parce qu'il y allait avoir un vote à 50% plus 1 au Québec, alors que la question n'a pas été négociée, que finalement, la validité du processus n'avait pas été soumise à Ottawa. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous allez reconnaître finalement les résultats du référendum? Et au niveau institutionnel, est-ce que le changement de statut, hein, parce que dans le fond, le Québec est un État fédéré de la Fédération canadienne et il doit devenir un État souverain. C'est comme ça qu'il faut voir ça, c'est un changement de statut. Est-ce que ça va être validé par les institutions canadiennes? Bon, depuis 95, le Canada a eu très peur en 95. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait notamment une loi sur la clarté référendaire, où en gros, il dit, ben, vous savez quoi? Le dernier juge en la matière, pour ce qui est de la séparation d'une province, ce sera le Parlement canadien. Donc, pas les Québécois, le Parlement canadien. Et, ultimement, il va falloir changer la Constitution canadienne. Pour changer la Constitution canadienne, attachez votre tuque avec de la broche. Hein, j'utilise une expression québécoise, ça veut dire accrochez-vous, quoi. Parce que ça prend 50% de la population. En fait, ça prend 7 provinces sur 10 qui forment 50% de la population canadienne. Avec l'Ontario, avec toutes les divisions que connaissent les provinces canadiennes, c'est à peu près impossible d'amender la Constitution canadienne. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 80-90, toute tentative de réformer la Constitution canadienne a échoué. Donc, on se retrouve quand même dans une sorte de blocage institutionnel. Donc, on peut se demander, face à ce constat, en gros, le Canada ne reconnaîtrait pas une déclaration unilatérale d'indépendance du Québec suite à un référendum gagnant. C'est ce qu'on comprend finalement de l'attitude canadienne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi, ma réponse, c'est la réponse de beaucoup de gens dans le mouvement nationaliste, c'est de dire, en fait, il faut construire l'État québécois sans demander l'avis d'Ottawa, en maximisant au plus qu'on peut les institutions actuelles. Donc, qu'est-ce qui s'est fait notamment avec le gouvernement qui est actuellement en place, qui est un gouvernement, on va dire, de centre-droit mou, autonomiste? Il a notamment modifié de façon unilatérale la Constitution canadienne, ce qui est une possibilité que les provinces peuvent... en fait, ce qui est une prérogative des provinces, je devrais dire plutôt, quand ça a trait à leur droit provincial. Donc, les provinces canadiennes peuvent transformer la Constitution canadienne quand il s'agit de leur propre législation. Et qu'a fait le gouvernement actuel? Il a inscrit dans la Constitution canadienne le fait que le Québec était une nation de langue française, ce qui n'avait jamais été fait
par le mouvement souverainiste précédent, parce que leur but, c'était évidemment pas d'améliorer notre condition au sein du Canada, mais de prôner un peu le grand soir de la rupture qui n'adviendra jamais, hein, ou qui n'advient jamais. Donc, finalement, au lieu de faire des petits gains, il misait tout sur la grande crise qui nous ferait sortir du Canada. Je pense que la stratégie référendaire était une mauvaise stratégie pour plein de raisons. Là, je ne veux pas prendre encore plus de votre temps sur la question du Québec et la psychologie québécoise par rapport à tout ça. Mais tout ça pour vous dire que je suis en faveur de la mise en place de petits gains, de gruger le plus possible les compétences de l'État fédéral et de maximiser finalement l'État québécois, de construire l'État québécois. La souveraineté, c'est pas un souhait, c'est une somme. Il faut qu'on continue à construire nos institutions comme un État souverain. Et l'objectif, c'est peut-être de suivre la voie de façon paradoxale que le Canada a suivie avec le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment rupture entre le Canada et le Royaume-Uni. C'est une suite de petits gains de souveraineté du Canada qui font aujourd'hui que le Canada est un État souverain du Royaume-Uni. Peut-être que la voie d'accession à la souveraineté pour le Québec ressemble plus à ça qu'à un espèce de grand soir référendaire où on déclara l'indépendance du Québec. Donc, personnellement, j'en suis là dans ma réflexion. Le mouvement nationaliste québécois est assez divisé parce que actuellement, il y a un Parti québécois qui est assez haut dans les sondages, mais pas tant à cause de ça, son option souverainiste, mais simplement comme option de remplacement finalement au parti en place. Il nous promet un troisième référendum, et selon moi, ça sera une stratégie extrêmement catastrophique parce que de un, on ne le gagnerait pas, et de deux, il ne serait pas reconnu par Ottawa. Donc en fait, c'est un peu un référendum pour rien. Beaucoup d'énergie nationale dépensée pour rien, alors que personnellement, je pense que l'énergie des nationalistes au Québec doit être canalisée sur les changements structuraux au niveau de notre économie pour ne plus dépendre de l'immigration massive et empêcher finalement le remplacement de population, le changement de peuple. Ça, je dirais que c'est ma doctrine en quelque sorte nationaliste. Concentrons-nous à construire les institutions québécoises, luttons contre le changement de peuple en transformant finalement notre économie, littéralement, parce qu'on a une économie malheureusement au Québec qui a beaucoup dépendu de la main-d'œuvre à bas coût. Or, comme on est évidemment comme partout en Occident une population vieillissante, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'en fait, les industries ne se sont pas automatisées, ne se sont pas robotisées et dépendent de quoi? D'une main-d'œuvre à bas coût qui veut faire venir du tiers-monde. Donc, il va falloir dire non à certains secteurs de l'entrepreneuriat pour leur dire, ben non, en fait, on peut vous aider à réinvestir dans la robotisation et l'automatisation, mais la submersion migratoire, hein, cet apport artificiel de main-d'œuvre pour faire survivre des entreprises qui normalement ne devraient pas survivre, ça doit cesser. Et je pense que les énergies nationalistes doivent être canalisées plutôt là-dessus que sur des référendums qui n'ont pas d'effectivité et qui, de toute manière, ne seraient pas reconnus par Ottawa. Très bien, mais merci beaucoup pour cette explication à Monsieur Cordier-Denis. Effectivement, les mentalités aussi changent, évoluent. Vous avez pu voir récemment, nous sur notre territoire en France, les mentalités aussi ont changé. On a vu le décès d'une personne de 96 ans nommée Jean-Marie Le Pen. On a vu des jeunes fêter cette mort, sabrer du champagne. Ouais. Donc au-delà de l'identité qui est d'une importance capitale, il y a aussi cette mentalité. Est-ce qu'effectivement, on serait plus sur une question d'éducation ou sur un gangrénement de nos jeunes, laissés un petit peu dans cet élan gauchiste, extrême gauche, je dirais, parce qu'ils n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen. Ils n'étaient pas nés. Et aujourd'hui, ils sabrent le champagne, place de la République. Oui, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que est-ce que la gauche n'a pas des réflexes un peu religieux? C'est-à-dire que ils sont dans une espèce de binarité, le bien et le mal. Ils sont dans le camp du bien, en face il y a le mal. Donc en fait, on peut se réjouir de la fin du mal. Si Jean-Marie Le Pen était un crypto-fasciste et la réincarnation de la bâti-monde, c'est donc normal de se réjouir de la mort de quelqu'un qui incarne le mal. Hein. Si on c'est-à-dire, si on est tellement tartiné de vertu et du camp du bien, ben, il est logique finalement de vouloir écraser, éliminer, vaporiser les gens qui sont en face de nous comme étant l'incarnation même du mal avec un M majuscule, quoi. Donc, en fait, je pense que cette réaction est typique, en fait, de camps qui serait assez, comment je dirais, oui, il y
il y a un côté un peu fanatique, quoi, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on on ne considère pas le camp d'en face comme un interlocuteur valable, on le considère comme quelqu'un à détruire, comme quelqu'un à éliminer. Donc, ça souligne, je pense, également la polarisation, notamment politique, en France, qui est assez grande. Hein, je veux dire, d'un point. Alors évidemment, chez nous, c'est le centre mou qui règne, le centre mou gauche, le centre mou droit. Enfin bref, on a une vie politique extrêmement très peu polarisée comparativement en France, beaucoup plus polarisée aux États-Unis, beaucoup plus polarisée chez vous, beaucoup plus polarisée par exemple en Italie. Chez nous, c'est vraiment assez pathétique, mais il faut dire que en France, il y a cette polarisation très forte, donc ça ne m'étonne pas. On peut se poser la question inverse, hein, toujours. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon va décéder, est-ce qu'il y aura des célébrations de droitards qui vont sabrer le champagne? J'ai pas l'impression que oui, hein. J'ai l'impression que non, en fait. Il y aura pas ce même. Il y aura une retenue à droite. Hein. Quand Georges Marchais est mort, je suis pas sûr que les gens se sont débouchés des bouteilles de champagne. En tout cas, peut-être pas publiquement. Peut-être que ce sont des choses qui peuvent se faire en privé, mais, Bien sûr. mais certainement pas publiquement. Donc oui, ça c'est l'effet du fait que la gauche est décomplexée. C'est-à-dire, elle a gagné le combat culturel, elle peut célébrer à visage découvert la mort, ouverture des guillemets, la mort d'un fasciste, fermeture des guillemets. C'est comme ça que c'est vu à gauche. La mort de Jean-Marie Le Pen, d'un raciste, d'un fasciste, voilà, d'un gars de l'Algérie française, voilà, la bête immonde, quoi. C'est la réincarnation d'Hitler, en quelque sorte. Hein. Jean-Marie, Adolphe, même combat, quoi. En gros, pour la gauche, on n'est pas loin de ça, hein, Mais c'est dans la fou. pensée profonde. Mais c'est complètement fou, justement, de Oui. pouvoir comparer les deux individus. C'est un manque de culture, d'intelligentsia. Je veux dire, on est sur un gros problème. Moi, personnellement, ça me choque et je pense que ça choque beaucoup, même à gauche, sur la gauche socialiste. Ça a pu, je pense, les choquer. Je pense que c'est une certaine gauche radicalisée, je pense, Ouais. de jeunes, d'antifa aussi notamment, Oui. justement, qui militent, voilà, qui sont portés par une idéologie, par un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, ils vivent dans le dogme. Et je pense qu'effectivement, même par rapport au respect, nous avons un problème avec cette jeunesse aussi qui est radicalisée de plus en plus et qui est active aussi de plus en plus, notamment sur le wokisme, sur d'autres sujets, mais elle est bien présente et bien active. D'où l'importance, effectivement, je pense aussi, de témoigner de ça et de dénoncer ça. Parce que Ah oui, c'est oui, pas effectivement ça, en l'acceptant qu'on va effectivement arranger les choses et en trouvant ça normal. Parce que je pense pas que ça l'est. Je pense que d'autres choses, effectivement, par la suite, vont prendre encore de l'ampleur, vont se développer. ouais. Et qu'est-ce qui nous attend demain? Aujourd'hui, c'était le champagne. Qu'est-ce qui nous attend demain en France? Voilà, parce que la France aujourd'hui est dans un état Ouais. catastrophique. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Cormier, Denis, C'est un de votre plaisir, ce fut présence. vraiment un plaisir. Vraiment un J'espère que plaisir d'avoir j'ai pas partagé avec été vous. trop long là, sur les sujets québécois, mais enfin bref. Non, je trouve ça très bien. Et puis, même pour notre association au niveau Occitania, justement, de pouvoir partager, de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, c'est très enrichissant. Et je vous remercie pour votre temps, Ah monsieur ben Cormier. merci, c'est un plaisir d'être là. Et puis vive la France, vive le Québec et à la victoire. Et vive l'amitié franco-québécoise. Tout à fait. Merci à vous et à très bientôt. Merci, au plaisir.